J'ai passé d'abord 15 ans dans les collectivités sur les thématiques de l'eau, avant, comme tu l'as dit, Judith, de m'occuper de la station de ski de Métabier. Et en fait, en conciliant les deux, aujourd'hui, j'essaie de déployer des méthodes de transformation des modèles pour qu'ils s'adaptent au changement climatique, avec bien entendu les enjeux de régénération. C'est pour ça que je vous propose une exploration en fait, de ce que j'essaye de faire aujourd'hui, notamment un projet sur lequel Judith travaille également, et que j'ai appelé ce temps-là l'eau en montagne, s'adapter et régénérer. Judith, est-ce qu'on voit bien, on voit bien la Ouais. présentation? Ok. Ouais, elle est bien en bon écran, c'est tout bon. Donc, je vais d'abord commencer par essayer de situer les enjeux de l'eau en montagne au regard de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire des usages de l'eau au fil du temps, au travers de trois usages principaux qui sont l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Si je parle d'agriculture, au Moyen Âge, on était dans des démarches de défrichement. Le petit âge glaciaire est venu un peu freiner la dynamique, mais qui a reprise à la fin du 18e. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en 1860 est arrivée la première loi de restauration des terrains de montagne. Voilà. Déjà, à cette époque, on était dans quelque chose qui modifiait profondément les éléments physiques des cycles de l'eau. Et puis, à partir de cette époque-là, on a une diversité de modèles qui se sont calés par rapport à la géographie, par rapport au modèle économique et déjà par rapport aux actions politiques sur les modèles agricoles. Il y a eu la mécanisation qui est arrivée au milieu du XXe siècle, qui a provoqué une difficulté d'adaptation pour les modèles de montagne, ce qui a provoqué de la déprise, de la spécialisation. On a commencé à voir réduction du nombre de fermes, augmentation de leur taille, diminution des effectifs. Et puis la spécialisation par massif qui a créé une diversité de modèles avec cette fois-ci une vraie présence des pouvoirs publics, avec notamment en 76 l'unité de compensation des handicaps naturels, et puis en 92 les mesures agri-environnementales. Voilà, on a commencé à avoir de plus en plus de diversité. Sur l'industrie, évidemment, il y a eu l'exploitation de l'eau et de l'énergie de l'eau dès le Moyen Âge avec les moulins et autres aménagements. À la fin du 19e siècle, on est vraiment rentré dans l'ère de ce qu'on a appelé la houille blanche avec l'âge d'or de l'hydroélectricité, notamment après la Seconde Guerre mondiale. L'industrialisation héritée justement de cet usage de la force hydraulique, un déclin industriel dans les années 70 qui là aussi a entraîné des mutations des modèles économiques. Et sur le tourisme, on peut dire qu'il est apparu à la fin du 18e d'abord avec la montagne des savants et des alpinistes, puis le thermalisme qui a connu un essor important jusqu'à la fin du 19e, et puis une démocratisation d'un tourisme climatique et familial qui était encouragé à la fois par des infrastructures facilitantes sur les routes, les trains, les congés payés, etc. Et puis l'ère de l'or blanc dans les années 60, notamment avec les plans neige, qui ont été stoppés en 77 par le fameux discours de Valluy de Giscard d'Estaing. Ah, ça a Euh, commencé déjà. Néanmoins, il y a une dynamique, une inertie Pardon? qui a continué avec le maintien du système, avec l'apparition à la fin des années 80, début des années 90 de la neige de culture, et puis depuis une diversification des modèles. Dans la continuité du discours de Valuise, un peu plus tard, on a eu la loi montagne qui est apparue en 85, et puis n'oublions pas la loi chapeau sur la loi sur l'eau de 92. Le, voilà, cette présentation est là juste pour montrer qu'aujourd'hui, tous les modèles sont des héritages du passé, et on a une diversité et donc une complexité des situations. Et sur cette complexité, le changement climatique vient altérer la montagne peut-être plus rapidement qu'ailleurs, parce que la montagne est trop de première loge, elle se réchauffe deux fois plus vite que l'hémisphère nord, hein, avec déjà voilà, plus de degrés. Et le climat vient catalyser des fragilités montagnardes. Donc, notamment, une spécificité de la montagne, c'est qu'on a de l'eau sous forme solide, que ce soit glace, donc avec un recul important des glaciers, notamment à partir de la fin des années 80. Et puis, une baisse de l'enneigement à toutes les altitudes, mais notamment en dessous de 1500, de 1000 mètres à peu près.
Et puis une perte qui va se poursuivre. Là, vous avez un schéma qui sur le Vercors à 1500 mètres avec les trois scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on est dans une tendance baissière, ce qui va avoir pour effet de diminuer l'effet de stockage qu'a la neige et la glace, et également les effets retard sur les cycles hydrologiques. Le climat sur le régime des pluies, on va aller vers de plus fortes variabilités et une augmentation des extrêmes. Extrêmes qu'on connaît déjà, des régimes hydrologiques qui vont être de plus en plus variables et des extrêmes de plus en plus forts. Je prends deux exemples que j'ai vécu dans une étude que j'ai faite sur le massif du Jura, sur la haute chaîne du Jura, avec la mise en évidence, par exemple, que l'année 2022, donc là c'est une précipitation efficace sur ce massif, l'année 2022 était déjà dans des extrêmes importants. Là, on a le modèle RC, enfin, les émissions de gaz à effet de serre RCP 8.5. Et puis, voilà, on est déjà dans des situations où on est dans des extrêmes, donc on vit déjà des extrêmes. J'ai repris également en sens inverse la pluie Alex de 2020 à Saint-Martin-de-Vésubie, où le bureau d'études ETRM s'est amusé à voir s'il devait qualifier une période de retour, comment il ferait. Alors, il est parti de la loi de Gumbel, où on voit que les pluies entre 1950 et 2020 sont bien alignées. Et donc, si on suit cette loi et qu'on essaye de positionner la pluie Alex, qui était à plus de 500 mm, eh bien, elle aurait une période de retour de 480 000 ans, donc ce qui est en théorie impossible. Donc en fait, pour ça, pour dire que ce qui nous arrive, en fait, et c'est que le début, en fait, on est début du ressenti des effets du changement climatique, hein, et en montagne, ça s'accélère parce que on a des effets d'accélération dus à la géographie. Eh bien, en fait, ce qui nous arrive, c'est quand même assez inédit. Tout cela, tous ces chocs, en fait, vont créer progressivement de la déstabilisation, de la déstructuration des sols de pente, du dépérissement des forêts de pente, on le voit déjà dans de nombreux massifs, et surtout ce qu'on peut appeler en systémique, et c'est un de mes axes aujourd'hui de travail, c'est l'approche systémique des effets dominos. Et ces effets dominos vont créer des points de bascule. Donc on rentre dans une ère où les fluctuations vont augmenter et les points de bascule, ce qu'on appelle des points de bascule, c'est-à-dire des moments où les systèmes en fait ne reviennent pas en arrière ou changent profondément. Donc où ces points de bascule vont être de plus en plus nombreux. Alors à la question s'adapter, comment on peut y répondre? J'ai pris un exemple hérité de la mission que j'ai faite sur la haute chaîne du Jura, sur le pastoralisme, où j'ai mis sur un schéma de l'histoire du climat dans la montagne du Jura les types d'exploitation majoritaires qui étaient présentes depuis le Moyen Âge. Et on peut observer que jusqu'au milieu du XXe siècle, en fait, les modèles agricoles prenaient bien en compte les éléments biophysiques, économiques et les cadres politiques ou les cadres réglementaires, et qu'à partir en fait de la moitié du XXe siècle, en fait, les éléments biophysiques sont devenus secondaires et que ce ne sont plus que les éléments économiques et de cadrage réglementaire qui ont essayé de maintenir des modèles finalement qui n'étaient plus adaptés. Donc là, par exemple, c'est le maintien du système bovin, alors que dans la logique climatique, on serait revenu au moins à de l'ovin, voire peut-être à d'autres choses, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et donc, on s'adapte avec de l'infrastructure, donc du stockage d'eau, notamment. Et voilà l'adaptation à laquelle on fait appel aujourd'hui de manière majoritaire. Et l'enjeu de l'adaptation, donc là, je vais rentrer une partie un peu plus théorique qui est vraiment l'héritage de ce que j'ai appris dans l'accompagnement de la transformation de modèle que j'ai opéré pour une station de ski. C'est pas le ski qui est important, c'est la manière dont ça s'est passé. Et en fait, la question, c'est de savoir sur un modèle existant soumis à des fluctuations grandissantes, à des points de bascule grandissants, le comportement naturel du modèle, ça va être d'absorber. Donc, on s'adapte avec de l'infrastructure technique tant qu'on peut, on le fait, et on va chercher des solutions plutôt d'ordre technique. Mais avec les points de bascule qui grandissent, eh bien, il y a forte probabilité que le modèle s'effondre. Donc, tout l'enjeu dès aujourd'hui, c'est d'aller vers la résilience. Et la question, c'est de savoir d'y aller comment. Et là, alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la question de l'adaptation, où on dit l'adaptation, c'est un renoncement à l'atténuation, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire que l'adaptation, ce n'est pas un choix.
on doit y aller, puisque surtout en montagne où les chocs et les ressentis vont être de plus en plus graves. Donc, c'est pas l'adaptation qui est un choix, c'est le niveau d'adaptation qui en est un. Et donc sur ce schéma, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour que vous voyez qu'il y a au moins deux niveaux d'adaptation une fois qu'on est sorti de l'absorption. Et l'adaptation incrémentale, c'est d'essayer d'être de manière sectorielle, ben, de faire un peu mieux. Et puis, il y a vraiment l'adaptation transformationnelle, et c'est sur celle-là, effectivement, où on va pouvoir tenter de répondre à ce qui nous arrive. Mais pour cela, ben, il faut agir sur des causes structurelles de la vulnérabilité. Alors, les réponses qui, en général, sont apportées dans le domaine de l'eau, on a des réponses de base d'aménagement hydraulique pour préserver ce qu'on a, donc les modèles d'usage qu'on a. On a des règles numériques, c'est-à-dire qui régulent la taille des aménagements, qui rentrent dans les séquences, éviter, réduire, compenser. Voilà, la dimension des aménagements pour faire en sorte qu'on minimise les impacts et qu'on soit au maximum des effets attendus. Ensuite, on a des traitements des effets négatifs, donc bah, notamment le traitement des pollutions, ou, par exemple la réutilisation des eaux usées, des choses comme ça. Et puis, je dirais, au sommet des solutions techniques, puisque là, on est dans des réponses d'ordre technique, on a la régénération. Et puis, on a d'autres types de réponses. Les réponses qui relatent de l'information, c'est-à-dire la diffusion des données, la diffusion des bonnes pratiques, etc. On a des règles plutôt stratégiques. Je pense par exemple au zéro artificialisation net qui s'attaque cette fois-ci de manière très structurelle au cycle de l'eau, à la préservation du cycle d'eau. Et puis on a des réponses plutôt d'ordre politique cette fois-ci, où on va aller discuter les objectifs et les paradigmes. Les paradigmes, c'est le plus haut, c'est-à-dire nos croyances vis-à-vis du cycle de l'eau. Par exemple, ben, considérer l'eau comme un flux plutôt comme un stock. Voilà une différence de paradigme. Alors moi, sur ces réponses-là, je ne les ai pas posées. Donc là, on a des réponses plutôt d'ordre organisationnel. Et j'ai fait ce positionnement à dessin puisque je m'appuie beaucoup, moi, sur les travaux de Donella Meadows, qui était l'épouse de Dennis Meadows, mais donc le rapport Meadows 1972, Halte à la croissance. Et Donella Meadows était une experte en dynamique des systèmes. Voilà, c'est vraiment sur ces ressorts-là qu'aujourd'hui je travaille en essayant d'appliquer tout cela au domaine de l'eau. Et elle a identifié des leviers systémiques. Et quand on voit les leviers systémiques, donc ce sont les leviers qui permettent à un système de bouger, eh bien en fait, elle classe les différents types de réponses que j'ai présentés de manière graduelle avec à gauche des solutions, des réponses qui sont peu efficaces mais pas complexes. Et je reviendrai sur cette notion de complexité, à des solutions qui sont très puissantes mais très complexes à mettre en œuvre. Donc, pourquoi c'est si difficile de changer un système? Parce que dans la règle des dynamiques de système, on a ce qu'on appelle tout système, enfin, aucun modèle ne veut changer. Partez de ce principe-là, parce qu'il veut maintenir son homéostasie, son équilibre. Et alors, toutes ces réponses qu'on apporte, qu'elles soient techniques, on va avoir des débats scientifiques et méthodologiques. On va avoir sur les autres sujets des débats politiques et idéologiques, donc on peut passer beaucoup de temps, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas là où moi je vais aller positionner mon geste. Là où j'essaye de positionner mon geste, c'est de se dire sur le modèle existant qui essaye de s'absorber, il y a des initiatives émergentes. L'hydrologie régénérative en est une, et une très forte, justement, mais compte tenu des règles de dynamique des systèmes, en fait, le système va autoriser une certaine montée en charge de ces innovations-là. Et donc, on va avoir un phénomène qui va être assez capé à un moment donné. Il va dire, c'est bon, on s'arrête là. Moi, je veux garder le modèle existant le plus possible, sauf qu'avec les points de bascule qui se multiplient, ça n'évitera pas la chute du système. Et on peut même penser que le système existant va embarquer avec lui le système émergent, mais je ne voulais pas être trop négatif dans mon propos. Donc, donc ça, c'est vraiment un héritage de mon expérience de conduite de changement. Et il y a un autre levier que j'ai activé et qu'aujourd'hui j'essaie d'activer et qui me semble très puissant, c'est ce que Donella Meadows appelle la capacité d'auto-organisation. C'est-à-dire que le système a en lui les capacités d'influencer sur tous les autres paramètres du système, c'est-à-dire les réponses techniques, la structure d'information, les règles stratégiques, les objectifs et les paramètres. Et c'est vraiment là-dessus que les deux sujets exploratoires que je vous montre tout de suite après
mais que je travaille avec cette idée très profonde de dire cette capacité d'auto-organisation compte tenu de l'homéostasie du système, de sa non-volonté de bouger, eh bien en fait, ça ne peut passer que par de l'innovation. Et l'innovation, c'est différent de la planification. Ça, j'y reviendrai. Et un changement de paradigme énorme qu'il s'agit aujourd'hui d'opérer, c'est de penser complexe. Et la pensée complexe, ce n'est pas la pensée du très compliqué. Ce n'est pas la pensée du compliqué. Je fais juste un petit, et je vais bientôt finir sur les aspects très théoriques et des choses, mais ça me semble important, en tout cas pour bien positionner d'où je parle, c'est que cette logique d'innovation, en fait, j'aime bien la présenter avec le modèle de diffusion de l'innovation d'Everett Rogers, où en fait on dit qu'on peut démarrer une innovation avec des novateurs qui ne représentent pas une énorme part des parties prenantes d'un système, donc 2,5%, et qu'on peut avancer avec des premiers adoptants, mais qu'à un moment donné, le système, lui, va résister, il va tout faire pour ne pas passer à la majorité précoce, donc il y a l'abîme là, et l'enjeu, c'est véritablement de passer cet abîme, sinon de toute façon, bah, c'est ce que je vous disais, le système qui va faire un seuil pour dire toutes les innovations, en fait, à un moment donné, je vais les caper, parce que j'ai aucun intérêt de transformer, et vous avez ce qu'on appelle la garde, hein, c'est-à-dire les gardiens du système, qui sont là pour veiller à ce que ça ne bascule pas. Ça, c'est une première chose, c'est de bien avoir cette idée que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut démarrer une innovation avec peu de parties prenantes. Et la moins bonne, ou en tout cas, il faut être vigilant que cette diffusion ne se fait pas sans énergie, surtout au moment du passage de l'abîme. Après, il y a le changement de paradigme profond, c'est complexe ou compliqué. Là, je vous montre un modèle que j'aime beaucoup, qui est le modèle Cuneiforme développé par Dave Snowden, qui est un philosophe qui est encore en vie, et qui a travaillé en fait sur la catégorisation des problématiques, donc complexe, compliqué, simple, chaotique. Et je vais m'attarder surtout et très brièvement à la différence entre complexe et compliqué. Un système compliqué, c'est en fait quand vous lui injectez une information, il réagira toujours de la même façon. Un système complexe, il réagira jamais de la même façon. Donc, en gros, un système compliqué, vous pouvez à force d'expertise, comprendre comment il fonctionne. Un système complexe, même avec beaucoup d'expertise, vous ne comprendrez jamais comment il fonctionne totalement. Et donc, la grosse différence entre les deux, c'est que pour le compliqué, on est dans le domaine des bonnes pratiques des experts, et dans l'autre, on est dans les pratiques de l'émergence. Et vous voyez bien déjà les questionnements que ça pose aussi en tant qu'expert de l'eau, hein, le positionnement de toute la chaîne d'expertise. Alors, pour aller vers la diffusion de l'innovation dans la complexité, eh bien, en fait, moi, je positionne mon geste en tant que geste d'innovation, où j'ai essayé d'embarquer en fait, des parties prenantes d'un système et en essayant de relier ces parties prenantes, ces novateurs avec le modèle existant et le modèle émergent. Donc, je me situe vraiment dans cette zone frontière et dans cette zone frontière, l'idée, c'est de faire augmenter la capacité d'innovation pour qu'elle nourrisse effectivement le modèle existant, mais surtout le modèle émergent, pour l'aider à passer ce cap, et puis accompagner le modèle existant dans un certain renoncement à un certain nombre de choses, mais dans ce système existant, ce modèle existant, il restera quelque chose. C'est vrai que toutes nos infrastructures sur l'eau, on ne va pas pouvoir les changer, on ne pourrait pas changer totalement nos infrastructures anthropisées, ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, on aura bien à préserver un minimum de modèles qui nous font vivre aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, même tout vouloir régénérer, ça ne suffira même pas totalement à répondre aux chocs qui nous arrivent. En fait, les fluctuations et les points de bascule sont tels que le retour à la normale, entre guillemets, ou au naturel, on n'est plus dans dans une configuration naturelle quand on voit l'accélération du réchauffement. Donc, l'idée, c'est de trouver un compromis, ou en tout cas un juste milieu, entre un modèle effectivement émergent qui va s'appuyer beaucoup sur la régénération, mais avec un modèle ancien sur lequel il va falloir accompagner des renoncements. Donc ce modèle-là que je vous présente, c'est inspiré du modèle des trois horizons. Et moi, mon intention méthodologique, c'est d'agir sur la capacité d'auto-organisation des systèmes pour enclencher la diffusion d'une innovation fondée sur la régénération, avec le maintien d'une partie de l'existant, en prenant en compte la complexité des problématiques pour permettre l'adaptation transformative nécessaire à la résilience. Donc voilà, je suis vraiment dans cette idée de régénérer et s'adapter.
Alors, pour illustrer, je vais prendre deux missions exploratoires. Donc, la première que j'ai conduite en partie avec Judith, qui était avec la Compagnie du Mont Blanc, où la Compagnie du Mont Blanc gère les domaines skiables de la vallée de Chamonix, gère l'Aiguille du Midi, gère voilà, un certain nombre d'équipements touristiques dans la vallée. La demande initiale, donc c'est finalement une structure qui utilise de la neige de culture, c'était de réduire l'impact des prélèvements en eau pour la neige de culture. Et on va dire que l'approche classique aurait été de dire ben, il faut mesurer les débits, mesurer les prélèvements, faire des adaptations techniques pour réduire les impacts. Et puis surtout, les attendus d'une organisation classique, c'est les fameux KPI, c'est-à-dire des indicateurs pour montrer qu'on réduit effectivement l'impact. Moi, j'ai proposé d'abord d'avoir une idée des ordres de grandeur et d'avoir un diagnostic systémique partagé. Et pour cela, eh bien, en fait, j'ai compilé les données sur le fonctionnement des hydrosystèmes et surtout les données terrain, c'est-à-dire ce que racontaient les gens qui s'occupent des domaines skiables, de la forêt, de l'agriculture, de la conservation, puisqu'il y a une réserve naturelle, et de la gestion de l'eau potable. Première approche, c'était de se mettre d'accord sur des ordres de grandeur. Et là, mon intention, c'est pas de minimiser les impacts, c'est pas ça, hein, c'est de bien savoir de quoi on parle quand on parle de l'eau sur un secteur, sur un bassin versant. Là, c'est le bassin versant qui est en amont de Chamonix sur l'Arve et avec un prélèvement qui est directement sous le glacier d'Argentière, concomitant au prélèvement du barrage des Mossons. Donc, le barrage des Mossons qui est de l'autre côté de la frontière en Suisse. Et juste pour repositionner les choses, montrer que finalement, le prélèvement pour la neige de culture représente 0,05% de la production de bassin, alors que 57% est exporté pour l'hydroélectricité. C'est juste pour repositionner les enjeux en se disant que sur ce bassin-là, un enjeu capital, c'est l'hydroélectricité. Et puis ensuite, eh bien, en fait, je fais un diagnostic, enfin, je fais une représentation systémique, c'est pas une modélisation, hein, une représentation plutôt holistique, où en fait, j'essaie de montrer les liens entre les différents sujets, le climat, les aquifères, le cours d'eau, la glace, les zones humides, les plans d'eau, les sols, voilà, les différents liens et les différentes influences des thèmes les uns sur les autres. Je fais apparaître des éléments qui peut-être ne sont pas reconnus, en tout cas dans l'approche de l'hydrologie locale, notamment les sols et les éboulis. Et là, on rejoint surtout les principes de l'hydrologie régénérative. Donc, ça permet de faire apparaître des éléments physiques hyper importants dans le cycle de l'eau qui ne sont pas toujours mis en évidence, ce qui permet voilà, de commencer à discuter de ces enjeux d'hydrologie régénérative et de la fonctionnalité de ces éléments physiques, la forêt, le pastoralisme, etc. Donc, une fois qu'on a décrit et les éléments physiques et les activités qui permettent de gérer ces éléments physiques qui sont elles-mêmes dépendants d'un certain nombre de paramètres, donc là je mets par exemple la prédation, etc., et bien en fait on peut rajouter les autres usages anthropiques avec les effets du tourisme sur les différentes composantes, les aménagements qui sont induits par le tourisme, mais aussi par l'urbanisation, les effets directs, les effets indirects, l'hydroélectricité, etc. L'objectif de cet outil-là, que j'appelle une carte holistique, ce n'est pas un outil de science dure, c'est un outil de science sociale. C'est ce qu'on appelle un outil frontière. C'est-à-dire c'est un outil de médiation qui permet de poser, on peut mélanger les choux et les carottes, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient partagés par les gens qui sont concernés par les sujets qui sont abordés. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut projeter ce que donnent justement ces fluctuations et ces points de bascule hydrologiques. Et là, ben, on introduit des éléments géographiquement situés. Donc là, c'est une projection des évolutions de débit sur l'Arve à partir du portail Drias haut. On voit les décalages ou l'augmentation du débit hivernal, la diminution du débit estival, l'augmentation du débit automnal. On reprojette effectivement évidemment les prospectives glaciaires. Hein, là, notamment, c'est les prévisions sur le glacier d'Argentière. Et puis, on utilise aussi des éléments qu'on vit déjà, des points de bascule qu'on vit déjà, notamment Chamonix en novembre 2023, de grosses crues, des glissements de terrain. Et on va le voir après, la Compagnie du Mont Blanc qui déplore presque 1 million d'euros de dégâts sur des pistes. C'était un cumul à la fois d'un
cumul de neige début novembre, un radoucissement, puis des fortes pluies derrière, en fait, le scénario domino, effectivement, où là, on voit vraiment l'effet domino. Et puis, il y a aussi des points de bascule existants sur notamment le dépérissement de la forêt de pente soumis au stress hydrique. Donc, à partir de là, on arrive à poser un cadre stratégique, c'est-à-dire qu'on situe mieux à la fois les ordres de grandeur, les sujets, et puis les enjeux et les liens entre les différents sujets. Et on a posé un cadre stratégique qui est en 4 niveaux. Le niveau 1, c'était le niveau, on va dire, attendu au départ de la mission, c'est-à-dire d'avoir une évaluation des enjeux plutôt quantitatifs. Euh, donc là, on essaye de mesurer effectivement l'impact des prélèvements sur les ressources. On a un deuxième niveau, puisqu'on a donné, entre guillemets, envie de mieux comprendre comment fonctionnaient les hydrosystèmes, parce qu'on a montré que dans ce fonctionnement, il y avait des éléments qu'on connaissait peut-être un peu mal, et notamment l'exemple de la combe Lachenal sur lequel Judith va continuer à travailler, c'est comprendre comment cette combe est alimentée, notamment dans une zone d'éboulis, une zone un peu complexe au niveau géologique. Donc voilà, c'est montrer que ces hydrosystèmes-là sont sans doute un peu méconnus ou on n'a pas totalement la connaissance des compartiments qui jouent un rôle très important. Et à partir de là, eh bien, on peut se projeter dans les effets du changement climatique qui ne vont pas s'attaquer uniquement au régime des pluies ni à la fonte de la glace, mais qui vont aussi avoir de l'incidence sur les sols, sur la végétation. Et donc, on peut commencer à vraiment travailler sur cette vision systémique de ce que c'est qu'un cycle de l'eau et en montagne avec les multiples composantes et effets dominos que ça peut avoir. Et le niveau 4, on peut commencer à introduire cette idée de régénération puisque on va mettre en évidence que dans cette approche systémique des cycles d'eau, il y a des éléments qui sont sans doute des amortisseurs de choc, et notamment le complexe sol-végétation, qu'on a peut-être un peu négligé jusqu'alors. Et là, en fait, sur cette approche-là, on a eu, avec la Compagnie du Mont Blanc, deux applications directes. La première, c'est le partage de l'approche systémique avec les parties prenantes de l'eau sur la vallée, donc communauté de communes, exploitants forestiers, etc., gestionnaires de l'eau potable. Et puis, on a partagé ce que je vous ai montré comme carte systémique. Et puis, on a travaillé en mode intelligence collective sur la base d'un plan où chacun, en fait, amenait ses contributions par rapport aux enjeux qu'on exposait de manière systémique. Donc, là aussi, on utilise un outil de médiation, ce qui a permis d'identifier des pistes de travail collectif. Et surtout, c'était intéressant parce qu'on a vu que les enjeux de l'eau pouvaient être vraiment vus au travers de la gestion des risques et que l'hydrologie régénérative pouvait être un très bon moyen d'amortir ces risques. Donc, en fait, c'était gagnant-gagnant puisqu'on montrait qu'on pouvait à la fois soutenir des déficits en eau l'été et puis compenser des chocs hydrologiques en période de crue. La suite désirable de cette démarche, c'est que peut-être la communauté de communes s'empare de cette logique et continue cette animation, puisque là, c'était un opérateur au sein du système qui propose ça et qui ouvre le champ de discussion. À ce stade-là, ça n'a pas été suivi pour l'instant. Le deuxième cas concret, c'est justement cette est apparu la première phase de ma mission qui consistait juste à réduire les impacts du prélèvement, cette notion d'hydrosystème. Et là, la compagnie du Mont Blanc se dit, en fait, peut-être que tu peux regarder les enjeux qu'on a eus sur un secteur où on a eu énormément de dégâts. C'est le torrent de la Chavanne. Et effectivement, donc là, j'ai sollicité Judith pour ses apports techniques, notamment ses connaissances sur les éboulis, les sols, et puis son expertise en hydrologie régénérative. Et on a pu faire on peut appeler une formation-action avec les salariés sur la problématique, donc en présentant les enjeux identifiés sur le terrain. Donc, on est allé sur le terrain avec les techniciens de la station, et c'est très intéressant. Et là, c'est là qu'on active la capacité d'auto-organisation, c'est le démarrage, c'est-à-dire qu'on vient chercher les gens dans ce qu'ils savent de leur terrain et on met en perspective leurs connaissances par rapport à ce que nous, on sait, je dirais d'un point de vue plus théorique. Et je me souviens d'échanges assez jolis, je vais le dire comme ça, sur le torrent qui était incisé où
le responsable du site, dit il ne sait plus s'exprimer. Et Judith en a profité pour lui dire pourquoi, parce que le torrent avait perdu le contact avec sa matrice. C'était un peu la métaphore de l'enfant et sa maman. Et c'était très joli et je trouve qu'on arrive à des points essentiels finalement où on sent que bah, ces gens-là, en fait, ils vivent d'un système, ils prennent conscience que les aménagements successifs ont complètement déstructuré le régime de leur torrent, qui aujourd'hui, entre guillemets, je dis pas se venge, mais en tout cas réagit, ne sait plus réagir et leur provoque des dégâts considérables. Donc, c'est un exemple très, très intéressant de prise de conscience, mais de prise de conscience d'un point de vue très opérationnel et sur le terrain de la compétence de la personne. Une fois qu'on a fait ça, avec Judith, on a présenté les critères régénératifs que vous connaissez, hein, ralentir les circuits d'eau, infiltrer l'eau, stocker l'eau dans les sols, évapotranspirer, diversifier les solutions. Je vais ajouter observer et progresser, justement, cette approche systémique et de la complexité, c'est-à-dire on observe, on tente, on regarde comment ça progresse. Et puis cet enjeu de coopération qui est fondamental, mais qui ne se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre tous les gens autour de la table, ça ne suffit pas. Au contraire, des fois, c'est contre-productif. Et à partir de là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a identifié des pistes d'action. Il y a même eu un renoncement partiel. Hein. Alors, on a des petites victoires sur un projet d'aménagement. Et puis, bah, alors Judith, je profite du travail que tu as fait pour le mettre en évidence parce qu'il me paraît à la fois très transposable et finalement, ça a démontré que ça a bien parlé aux gens de terrain. Donc, Judith a proposé un principe numéro un pour ralentir les écoulements avec des applications très concrètes, donc d'augmentation de la rugosité en surface, d'allongement des chemins de l'eau. Bon, c'est synthétique ce que je présente là, hein, mais derrière, il y a de l'explicatif. Le drainage, s'il y en a, l'orienter vers des zones d'infiltration, décompacter les sols en favorant les systèmes racinaires, augmenter le taux de matière organique dans les sols, notamment avec le pâturage, recréer des zones d'infiltration. Pour assurer la stabilité du terrain, c'est d'augmenter toujours pareil le tissu racinaire aussi bien en densité qu'en profondeur. Et surtout aussi de penser la cohérence du bassin, c'est-à-dire de ne pas avoir des zones qui soient disproportionnées entre des zones sèches et des zones humides pour créer des instabilités, pour encourager des instabilités, en plus quand il y a des chocs hydrauliques. Euh, Renaturer les cours d'eau, donc ça c'était un parti pris, une affirmation qui est forte, mais c'est vrai que quand on a eu ce contact un peu sensible avec une personne de terrain qui vous parle de son torrent d'une autre manière qu'il l'avait jamais fait jusqu'à présent, ben, finalement ça passe bien. Donc c'est ben, voilà, penser l'imageur, et d'éviter bien entendu l'accélération, et si on doit accélérer, comment on décélère derrière, favoriser les obstacles, quels qu'ils soient, voilà, créer des zones d'épanchement d'orage infiltrantes, refroidir les surfaces, ça c'est le quatrième principe très important. Donc là aussi, c'est d'augmenter le contenu de l'eau dans les sols en favorisant l'infiltration, augmenter le couvert végétal. On voit bien que la végétation a une importance capitale. Ce qui était intéressant aussi, c'est que bah, il y a du rhododendron partout, mais le rhododendron n'est pas une espèce protégée. Et c'est marrant parce que quand on fait un aménagement, on n'a que ce cadrage réglementaire. Donc, en gros, sous-entendu, bah, le rhododendron, on peut le détruire. Et en fait, sur le terrain, quand on faisait le terrain, Jeannot, le technicien, nous montrait, bah, regardez, il y a une source, et à chaque fois, on lui dit, bah, regarde en haut, ah oui, il y a du rhododendron. À chaque fois, il y avait du rhododendron. Donc, progressivement, le rhododendron est devenu quelque chose de très important dans dans son domaine, ce qui a généré bah, effectivement ce petit renoncement, mais c'est une petite victoire. À partir de là, ils ont travaillé puisqu'ils avaient un projet d'aménagement d'une piste en plus, hein, sur une adaptation de l'aménagement. Alors, je ne vous donne pas les détails, mais en gros, ils ont fait des propositions entre l'exploitant et le maître d'œuvre. Et puis, bah, on a fait un croisement entre les principes régénératifs qu'on avait posés et puis les projets, les opérations envisagées pour montrer les apports. Mais on voit bien que ce tableau, on ne rentre pas dans le détail du tableau, c'est plus voir qu'il y a beaucoup de cases qui ne sont pas remplies. Donc, c'est aussi de dire que ça montre un peu l'effort aussi qu'il reste à faire et que peut-être on arrive à un seuil où, de toute façon, même si on fait du régénératif à un moment donné sur l'ensemble de ce bassin versant, vu le niveau d'anthropisation globale, peut-être qu'on n'arrivera jamais totalement à régler tous les problèmes. Mais néanmoins, voilà, on a mis en le virus, ou en tout cas un germe sur cette idée de régénération au plus près des acteurs de terrain, si bien que derrière, on m'a demandé de transcrire ça en des cadrages opérationnels bah voilà, pour diffuser aux techniciens des bonnes pratiques
pour tendre vers l'amélioration et la régénération. Donc, avec des actions de gestion courante où on va dire que les points un peu vraiment enfin, pas intéressants, mais les points un peu plus originaux, c'est de valoriser l'observation de terrain, c'est de saisir aussi des opportunités d'action éventuelles, donc d'avoir une vision systémique des choses, c'est se dire je ne suis pas enfermé dans ma logique métier, mais je sais que bah, si s'il y a une opportunité avec un agriculteur qui change, peut-être que c'est l'occasion de revoir ces modalités de pâture, même si moi, je ne suis que exploitant d'un domaine skiable. Donc, c'est sortir aussi de son domaine d'activité pour créer du lien et du lien technique. On est vraiment sur cette idée de la coopération, ça commence vraiment sur le terrain et au quotidien. Et puis, il y a aussi cette idée clé que bah, les solutions de régénération, faut pas mentir en disant on va activer les fonctionnalités naturelles et puis ça va pas coûter très cher et puis finalement, bah, ça va vivre sa vie. Non, on sait très bien que ces techniques-là demandent bah, de l'observation, mais aussi de l'entretien. Et c'est vraiment souhaitable parce que là aussi, on est sur un changement de paradigme où on passe effectivement à quelque chose où on assume de vivre avec l'eau. Et voilà, dans les préconisations d'exploitation, bah, je mets les termes vivre avec l'eau parce que ça fait partie complètement. Ce n'est plus une ressource qu'on maîtrise, c'est une ressource avec laquelle on doit vivre et avec laquelle on va vivre ben, des tumultes de plus en plus fréquents. Voilà. Donc, c'est aussi cette notion très, très importante. Sur les petits aménagements, ben, on reprend cette idée de si on accélère à un moment donné parce qu'on pose des buses, on draine, et ben, on a des besoins de dissipation des énergies à l'aval, comment on allonge les chemins de l'eau, si on peut, pourquoi pas, faire du keyline design. Là, on n'est pas allé jusque-là, mais on a introduit cette idée-là. Des solutions très pratico-pratiques, mais qui posent des questions d'exploitation, c'est le changement d'orientation des revers d'eau. Euh, c'est l'orientation des exutoires de drain, c'est-à-dire on draine, mais on ne se pose plus la question de savoir où va l'eau. Ben si, justement, il faut se poser la question. Et puis, si on peut tester des corrections torrentielles végétales, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Et puis, sur les aménagements structurants, ben là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus structuré de conduite de projet. Donc là, on va introduire la fonctionnalité des différents compartiments des cycles d'eau. En gros, on ne se contente pas du réglementaire. Le réglementaire ne suffit pas du tout à régler les enjeux. Donc, on rentre dans une logique de cycle de l'eau, on évalue les potentiels de régénération, on prend en compte les contraintes d'exploitation et d'entretien futures, et puis après, on conçoit des solutions de régénération. Voilà. Et puis, on a aussi une conduite spécifique en phase scientifique. Voilà donc l'ensemble du paquet donc sur la compagnie du Mont Blanc, où on est parti d'une première demande qui était vraiment quantitative à une vraie ouverture et une première expérimentation sur un cas concret et une transmission à l'ensemble des parties prenantes du sujet de l'eau. Donc, voilà, une expérience assez intéressante. La deuxième exploration concerne une étude que j'ai conduite pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex sur le périmètre de la Haute-Chaîne du Jura, donc qui est une réserve naturelle. Et la demande initiale, c'était de faire un état des lieux de la connaissance de l'eau pour répondre aux besoins de stockage pour le pastoralisme. En gros, c'était, je vais le dire de manière assez sommaire, est-ce qu'il faut faire du stockage et si oui, combien pour s'adapter au changement climatique. Donc, dans une approche classique, ben, on fait de la compilation de données, de la modélisation, et puis on prépare en vue d'une concertation pour aller vers un plan d'action. Donc là, ben, j'ai commencé parce que le cahier des charges, là, c'était un marché public, donc appel d'offres, hein, où les cahiers des charges ne sont jamais prévus pour avoir le genre d'approche systémique, embarquement des parties prenantes au plus près du terrain. Et par contre, voilà, faut démarrer. Bon, moi, je démarre en disant, bah, OK, vous voulez déjà une approche donnée, on y va. Donc là, pareil, on prend les données, j'appelle un peu les données froides. Par contre, on y ajoute aussi beaucoup les données de terrain. Donc là aussi, c'est d'aller voir les agriculteurs, les forestiers, etc. Pour l'anecdote, quand j'ai proposé ben, des visites, tout de suite l'agglomération me dit oulala, attention, tu vas pas aller voir les agriculteurs parce que c'est un sujet sensible, etc. Mais j'ai pris sur moi, mais j'y suis allé, effectivement, et j'ai eu des accueils plus ou moins bons.
Mais une fois que j'avais compilé l'ensemble de ces données-là, j'ai fait un atelier de co-développement avec une méthodologie qui s'appelle Synergie 4, qui est assez robuste pour des sujets complexes. Et surtout, j'ai préparé des éléments de langage pour les élus de l'agglomération pour commencer à reformuler la problématique initiale. Parce que je me rends compte aujourd'hui dans ma pratique que finalement, les sujets, alors sur l'eau bien sûr, mais sur d'autres domaines, en fait, sont très mal posés. Voilà, c'est Einstein qui disait si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour bien le définir. Voilà. Et bien, c'est un peu ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, on définit les problématiques avec une vision qui est la vision de la complication et pas de la complexité. Donc, en général, on est très partiel. Et ça, j'ai commencé à. Voilà, il y a cette notion d'élément de langage pour les décideurs qui est fondamentale. Et puis, ben, voilà, pareil, ben, prendre le parti aussi peut-être de temps en temps, à des moments clés, de simplifier la complexité, c'est-à-dire on fait des représentations qui sont fausses. Là aussi, ce ne sont pas des objets scientifiquement démontrés, mais qui sont des objets sociologiques qui permettent aux gens de se projeter. Quand je dis aux gens, hein, c'est vraiment des gens qui ont participé à la construction. Hein, on n'est pas dans une logique d'ouverture aux habitants à ce stade-là, pas du tout. Hein, c'est d'abord un travail entre sachants, entre gens qui gèrent les sujets, qui vivent de ces sujets-là, qui sont les premiers concernés. Donc là, c'est voilà, positionner les principales masses d'eau, les principaux volumes pour savoir de quoi on parle. Voilà. Déjà, rien que cette approche-là permet de désamorcer en disant euh, non, non aux bassines agricoles parce que ça va nous bouffer de l'eau. Bon, ok, si on regarde d'un point de vue quantitatif, c'est pas l'enjeu. Alors je vous dis tout de suite la fin, la réponse est est-ce qu'il faut des bassines? C'est non. Hein, mais c'est pas pour l'aspect quantitatif. C'est pour ça que je dis on se trompe de problématique et du coup on va cristalliser sur des débats qui sont stériles en fait. On va passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à des choses qui ne sont pas bien positionnées. Et pourtant, la démarche que j'ai conduite, elle a été très tumultueuse. On a eu d'énormes débats, mais pas là-dessus parce que ça a clos très très vite le débat. C'est pas quantitatif. Et alors là aussi, bah, j'ai repositionné avec toutes les données que j'avais, à la fois chaudes et froides, bah, les enjeux du pastoralisme. Donc là, bah, je ne vous refais pas le topo, mais on positionne le pastoralisme et l'eau. En fait, la manière dont on présente les choses, bah, c'est de cette façon-là, c'est-à-dire que en même temps qu'on fait apparaître des blocs, on fait apparaître des liens de cause à effet, et puis on raconte les liens de cause à effet. C'est pour que progressivement l'esprit se fasse à cette construction de la démarche. Pour la petite histoire, avant l'atelier de co-développement, quand j'ai présenté cette carte, j'avais fait une note préparatoire aux élus de l'agglomération et puis la vice-présidente en charge du dossier est venue juste avant la réunion me dire ah non, mais on ne peut pas présenter ça, c'est une usine à gaz, vous compliquez les choses, etc., etc. Donc je lui ai dit mais déjà on va le présenter de manière graduelle, vous allez voir, et après on fait réagir les gens. Et quand on a fait réagir les gens, on me dit mais c'est exactement notre réalité. Donc, eh bien, en fait, elle est sortie de cet atelier avec son A3 et sa carte holistique avec un grand sourire. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris l'utilité de cette représentation-là. C'est une représentation que j'avais d'abord fait valider par le conseil scientifique de la réserve. J'avais cette chance-là, avec un peu de fébrilité de ma part, puisque ben, on n'est pas dans la justesse scientifique. On rassemble des données qui sont des données à la fois numériques, des données de ressenti, des qualifications de liens de cause à effet. Et les gens du conseil scientifique, donc il y avait des hydrologues, climatologues, mais aussi des anthropologues, des sociologues, etc. On dit, nous, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas des preuves qu'il y a un lien de cause à effet, on ne le qualifie pas. Mais ils m'ont dit, ce qui est intéressant, c'est que ça représente bien la réalité et surtout, tu peux faire jouer ce qu'on appelle les points de bascule systémiques. Et donc ça, ce feu vert étant donné, eh bien justement, j'ai introduit les fluctuations et les points de bascule à partir, donc dans des ateliers de prospective, là aussi avec des éléments de langage auprès des décideurs pour anticiper les choses. Donc les points de bascule, on les a matérialisés par des données scientifiques. Là, vous retrouvez ce que j'avais présenté tout à l'heure sur les sécheresses qui vont se multiplier, les débits qui vont changer dans les cours d'eau principaux, les étiages qui vont devenir de plus en plus longs. On a même fait une corrélation entre des étiages parce que sur cette partie modélisation, j'ai travaillé avec le cabinet Abest, qui est un cabinet d'aménagement montagne, hein, très connu pour ses retenues collinaires. Voilà, donc
j'ai pas de problème, moi, à travailler avec tout le monde, en fait. Et c'est bien mon message, c'est de dire, je pense qu'on a besoin, vu ce qui nous arrive, de travailler vraiment avec tout le monde. L'essentiel, c'est de positionner les problématiques aux bons endroits. Donc, on a fait cette corrélation pour montrer que les périodes d'étiage sur les, les forages d'alimentation en eau potable allaient s'étendre et que les périodes de sécheresse allaient être de plus en plus longues et ça allait créer des tensions énormes sur l'agglomération du pays de Gex, qui en plus connaît une augmentation démographique forte du fait de la proximité avec la Suisse. On a utilisé aussi des indicateurs agricoles. Donc là, vous avez un index de température humide pour évaluer le stress, le stress thermique sur les animaux. Des données aussi d'indicateurs de risque d'incendie, puisqu'il y a déjà eu des prémices d'incendie de forêt sur une forêt qui dépérit. Et à partir de là, en fait, dans ces ateliers prospectifs, en fait, j'ai réutilisé la modélisation pour injecter ces points de bascule et montrer un peu les effets dominos, justement. À partir, donc là, c'est par l'entrée purement agricole, hein, mais on a fait aussi sur l'entrée eau potable, sur l'entrée forêt. Et en gros, en rouge, c'est les effets dominos négatifs. En systémique, on appelle ça des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire que ça renforce le phénomène. Et en vert, en fait, ce sont des boucles de rétroaction négatives qu'on peut essayer de mettre en place, c'est-à-dire qui créent vraiment des effets leviers. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que ça permet d'exprimer. Donc, ces ateliers de prospective, je les fais vraiment avec des agriculteurs. Il y a France Nature Environnement qui était présent. Bref, donc, je peux vous dire que ça a bien débattu quand on a parlé du loup et de l'effet positif presque du loup sur les populations de cerfs et donc sur la régénération de la forêt. Ça débat et c'est chouette. Mais bon, tout ça, c'est cadré. Hein, donc, moi, je sais où je mets ce processus en place. Et au préalable, par des éléments de langage aux décideurs, entre guillemets, j'obtiens l'autorisation que ça secoue dans le système. Voilà, ça secoue. Donc, c'est vraiment une posture complètement consciente. Et ce qui se passe dans ces ateliers, c'est qu'on prend conscience des points de bascule déjà vécus. Donc là, il y en a déjà pas mal, altération de source, dépérissement de la forêt, etc. Et puis, surtout, on arrive à se projeter vers des points de bascule plausibles, à un horizon, là, 2040-2050. Et on a même élaboré des scénarios de rupture, des scénarios, j'ai même proposé une scénarisation d'une situation en 2050 pour intensifier un petit peu la projection vers un futur qui est peut-être pas désirable. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'avec ça, en fait, on fait à la fois peur, c'est-à-dire on met en exergue les points de bascule, mais on identifie les leviers sur lesquels on a tous intérêt à agir. Donc ça va assez vite en fait sur l'accord, on va dire, de dire si on doit avoir des communs sur lesquels on met notre énergie, ce sont ceux-là. Et puis là, le sol est apparu comme étant assez évident. Et alors que vu d'un agriculteur ou d'un forestier, le sol, c'est quelle capacité agronomique il a, etc. Mais on ne rentre pas forcément dans ses capacités de stockage hydrologique ou même la captation carbone, que j'ai aussi introduite, hein, puisque c'est un peu le combo gagnant sur les sols. Et forcément, on voit vite que derrière, ça implique de changer les pratiques pastorales. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un vrai partage de responsabilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas un élu qui doit décider de la transformation de différents modèles sur lesquels il n'a pas la main. Et un élu qu'on va positionner souvent en posture de décideur. Maintenant que tu sais, tu décides. Et ça, c'est de la maltraitance, en fait, aux décideurs. Donc, il y a un vrai travail amont, et c'est ce que j'essaye de faire, de responsabiliser chaque parcelle de professionnels, qu'ils soient conseillers ou acteurs de terrain, pour dire, moi, je dois faire aussi ma part. Et pour l'anecdote, sur la biodiversité et la conservation, le conservateur de la réserve s'est dit à un moment donné, peut-être que le mot conservation n'est pas adapté. Parce qu'on ne peut pas demander à l'ensemble du système de changer si moi, je reste dans ma conservation, ce qui pose bien des soucis en termes de réglementation et de protection d'espèces protégées, par exemple. Donc, à partir de là, on a pu élaborer des esquisses de stratégie et de plans d'action, ce qui n'était même pas demandé dans la mission, puisque la mission s'arrêtait juste à un état des lieux de la connaissance. Mais comme on embarque tout de suite les sachants, en fait, forcément, il y a tout de suite des idées qui arrivent et des idées de solutions, d'actions concrètes. Donc, à partir de là, moi, j'ai fait une formation-action avec les techniciens, donc chambre d'agriculture, parc, communauté d'agglo, ONS, NPF, etc. Et puis, pareil, toujours pareil, des éléments de langage. Et puis, on a déterminé des actions rapides pour avoir une première amorce de stratégie où on pose vraiment la vocation, les visions partagées du futur,
Et puis, on a introduit trois niveaux d'action. Un niveau 1 de maintien des modèles existants, mais de façon raisonnée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'alourdir les modèles existants. Il ne s'agit pas de les transformer du jour au lendemain, ça n'est pas possible, mais de veiller à ce que dire la continuité dans le business as usual, c'est forcément la fin, c'est très rapide et ça va accélérer. Il y a aussi la poursuite des adaptations sectorielles, mais là aussi de façon raisonnée, du style pour les stockages, c'est de dire on améliore l'accès à la biodiversité, c'est cool, mais ça n'enlève rien à l'intention de stockage. Euh, donc là aussi, c'est de façon raisonnée. Donc c'est croire que l'adaptation sectorielle, c'est la solution, c'est une erreur également. Et c'est là qu'on introduit un troisième niveau qui est plutôt une gestion adaptative collective. Donc on dit, en fait, les clés de l'adaptation transformative, ça passe forcément par de la coopération. Et cette coopération, en fait, elle implique d'abord les professionnels. Mais chaque professionnel est amené à changer comment dire, son approche de son propre modèle. Et en fait, l'enjeu, c'est pas tant les choix politiques, c'est vraiment d'abord des choix techniques sur le terrain à partir de communs qu'on a identifiés comme étant essentiels pour anticiper des chocs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour chaque on va dire, orientation, on va proposer des actions très concrètes. Et par exemple, sur le maintien, des stockages supplémentaires sur 2 alpages, mais avec des citernes. Voilà. Et en attendant, mais en parallèle, c'est de construire effectivement, peut-être de revoir certains, alors ils appellent ça des goyas, hein, les citernes dans les alpages, et d'admettre que le retour aux pratiques anciennes n'était pas possible, donc, parce qu'il y avait un certain militantisme de dire avant c'était mieux, c'est-à-dire les goyas en argile, même bentonite, non, ça ne marche plus parce qu'avec les extrêmes et les variations, de toute façon, ça perd vite son imperméabilité. Donc, il faut, si on fait des goyas, il faut qu'ils soient bâchés. Peut-être qu'on peut améliorer les choses avec de la biodiversité. Mais le vrai enjeu, finalement, il est ailleurs. Il est de préparer cette gestion adaptative. Et là, on a trouvé un véhicule qui existe déjà, qui s'appelle le plan de gestion intégré, où tout le monde travaille ensemble, en théorie. Mais là, on change complètement la manière de travailler avec une approche systémique. Et même un agriculteur qui a proposé qu'on introduit dans ces plans de gestion les scénarios catastrophes. Voilà. Donc, dans ce plan de gestion intégré systémique, eh bien, on introduit vraiment les variabilités, les extrêmes climatiques. Voilà, on change un peu les objectifs stratégiques. On arrive à parler de la gestion adaptative et on arrive vraiment pleinement à poser l'hydrologie régénérative comme une solution technique hyper adaptée. Et puis la gouvernance qui change un petit peu d'emphase. Les enseignements de ces deux explorations, qui pour moi restent encore des phases exploratoires, parce qu'on est quand même dans quelque chose où on joue avec le système et ses réactions, c'est qu'on peut partir d'une problématique normale et puis en ouvrant le champ systémique, on arrive à embarquer à partir du terrain vers des nouveaux enjeux pour envisager la transformation. Un des enjeux clés pour moi, c'est cette construction de vision holistique partagée, donc qui mélange des données froides et des données chaudes de terrain. On peut miser sur la capacité des acteurs de terrain, des accompagnants et des décideurs à appréhender la complexité. Ce n'est pas un gros mot, et au contraire, il faut y aller. On arrive avec cette idée-là à avoir un partage des responsabilités. Il y a la capacité vraiment d'appréhender les points de bascule, la capacité à imaginer des solutions hybrides. Il y a des opportunités à expérimenter. Il ne faut pas chercher à inventer des choses. Il faut partir de ce qui existe déjà. Une importance capitale de la communication. Je vous ai parlé des éléments de langage, mais aussi tout ce que j'ai fait comme élément pédagogique et de formation action. Il y a énormément de freins, mais heureusement qu'il y a des freins, parce que ce sont les freins qui sont utiles pour créer l'innovation. Sans frein, on n'innove pas. Ça veut dire qu'on reste dans le moule. Et s'il y a des obstacles, ils sont avant tout d'ordre identitaire, c'est-à-dire qu'on a des blocages, pardon, des obstacles méthodologiques, de croyances, de statuts. Il y a aussi des guerres d'ego, etc. Donc là, on est sur le champ identitaire et pas sur le champ technique. Et pour diffuser le geste de poursuivre l'innovation, on a besoin d'une ingénierie dédiée. On va vraiment, c'est ce que j'ai fait sur les deux, c'est-à-dire c'est la capacité à ne pas être expert totalement, mais à comprendre ce qui se passe, mais à aller chercher les gens dans ce qu'ils savent, voilà, être à la fois formateur, facilitateur, le lien avec les décideurs, la communication, etc. Et pour moi, aujourd'hui, les défis, je reprends les leviers de système et j'ai bientôt fini. Sur la technique, c'est de passer de cette logique de solution figée à des combinaisons et des hybridations évolutives,
que la solution, c'est un support d'apprentissage, mais pas une solution, une fin en soi. Sur l'information, c'est que l'information, elle doit être produite par l'action, qu'elle doit circuler de manière horizontale, qu'il faut fabriquer des récits. On parle beaucoup de cette notion des récits en disant il faut fabriquer des récits pour qu'ils deviennent désirables. Moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Les récits se fabriquent par l'expérience. Et donc, voilà, il faut rendre les signaux faibles visibles. Euh, il faut effectivement des règles. On a besoin de règles, mais qui soient moins prescriptives, plutôt des cadres autorisant l'exploration et des ajustements a posteriori, parce qu'une fois que c'est passé, il faut effectivement ce qu'on peut appeler cranter. Et puis, bon, donc il faut des règles qui soient sécurisantes, mais sans étouffer. Et puis sur les paradigmes, alors là, il y a un champ effectivement important, mais c'est aussi, voilà, donc tout est important dans les discours, dans les échanges, hein, donc passer d'une ressource ingérée à un milieu habité, être plutôt dans la prévision enfin, passer, pardon, de la prévision à la préparation, se préparer à s'adapter et non pas prévoir de s'adapter, parce qu'en fait, par définition, ce qui nous arrive est incertain, donc on ne peut pas prévoir. Euh, Refuser de maîtriser, mais plutôt accepter l'incertitude, de refuser l'idée de solution optimale, mais d'être dans des trajectoires adaptatives et de penser réversibilité, penser itération. Et ça, c'est pas du tout dans nos habitudes. Bien sûr, passer de la complexité à la complexité, pardon, la complication à la complexité, de mettre l'expertise à son bon endroit. On a besoin des experts, mais il ne faut pas leur donner le pouvoir. Donc, par contre, on a besoin de connaissances situées. Donc, il n'y a pas d'exclusion dans ce que je dis, mais c'est vraiment des glissements. On parle surtout de il faut éviter le conflit. Non, le conflit est un révélateur, donc il faut l'accompagner. Et puis surtout, ne pas être dans cette idée de pilotage centralisé. Et c'est là que je reviens sur cette capacité d'auto-organisation, mais qu'il faut guider. Et à ce moment-là, la gouvernance n'est plus un lieu de pilotage, un espace d'arbitrage et un dispositif de contrôle, mais un lieu d'accompagnement de la transformation qui protège les capacités d'apprentissage, garantit un cadre éthique, reconnaît ce qui émerge, stabilise quand c'est nécessaire, accepte l'incertitude comme donnée normale. Donc moi, en conclusion, je vais poursuivre dans cette direction pour régénérer à la fois les cycles de l'eau et les organisations. Parce que c'est aussi important en fait, de gérer la régénération des organisations, donc afin d'apprendre à s'adapter pour devenir résilient. Et moi, forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'action du castor quand il est dans un système rivière, où pour moi, c'est lui, c'est l'agent typique de régénération d'une organisation par une action de régénération technique. Et puis, bon, voilà, je vous ai mis quelques références où, en fait, moi, mes références aujourd'hui que j'ai constituées a posteriori de la pratique, bah, sont issues à la fois des sciences dures, mais beaucoup aujourd'hui des sciences humaines, en sociologie, en philosophie. Voilà, et puis, ben, j'ai, pour illustrer cette idée du geste d'ingénierie qui est un peu hybride, et c'est ce que j'ai fait à m'établir, je le raconte dans un livre qui s'appelle Le Passeur, et dans lesquels j'extrais des principes méthodologiques qui sont duplicables. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais arrêter le partage, si j'y arrive. Ben, super, merci beaucoup Olivier. On pourrait en parler des années. Et du coup, je vous propose de passer à la séance de questions.